On a entendu des histoires, il y a des millions de neurones, ça fait plusieurs fois le tour du système solaire, si j'ai bien compris. Il y a des zéros, il y a des 1, etc. Moi, tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, effectivement, je ne suis pas un anti-scientifique. Effectivement, les scientifiques ont une connaissance du corps humain. Mais la question que je n'ai pas entendue jusque-là, c'est qu'est-ce qu'on pense de l'habitant de ce corps-là? Alors là c'est un peu la question qui emmerde un petit peu les scientifiques, parce que les psychanalystes la posent en disant, certes, on a un corps, certes, les connaissances sur le cerveau humain, l'anatomie humaine sont importantes, mais il y a une étrangeté chez l'être humain, c'est que ce corps est affligé, on peut dire, d'un habitant. Il y a quelqu'un qui habite là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite là-dedans? On pourrait poser la question. C'est la question que posent les psychanalystes. Et voyant quoi, la réponse de la science tombe un petit peu à côté. On aura beau aligner des chiffres et des molécules et tout ce que vous voulez, que ça ne répondra pas à cette question. Alors voilà, je vais essayer d'ouvrir cette question à ma façon. Je vais peut-être vous montrer comment je suis devenu psychanalyste. Je ne sais pas si ça répondra, mais en partie quand même. D'abord, je vais vous confier un rêve. Je ne veux pas en faire l'analyse ici, ce n'est pas le lieu, même s'il y a de magnifiques divans, mais bon, il faut un lieu particulier pour faire ce travail-là. Mais un rêve qui est venu comme ça. Vous savez, les rêves de temps en temps nous enseignent des choses sur nous-mêmes, sur les questions qu'on se pose, etc. Alors, ce rêve est le suivant. C'est un jeune disciple qui rencontre son maître et le maître lui demande comment se transmet l'essence de la doctrine. Je rappelle que c'est un rêve. Hein. Et le jeune disciple répond par l'enseignement des maîtres, et il reçoit un coup de bâton. Alors, quelque temps plus tard, alors qu'il a longuement réfléchi à la question, il rencontre à nouveau son maître. Alors, comment se transmet l'essence de la doctrine? Demande celui-ci. Par les livres, les colloques, les congrès sur l'éthique, etc. Voilà. Toutes les assemblées d'études, de prières, tout ce que vous voulez. Et à nouveau, il écope d'un coup de bâton. Quelque temps plus tard, même rencontre et même question. À nouveau, sûr de lui, le disciple répond, la doctrine se transmet par voie directe de Dieu. Là, il a fait fort. Et il reçoit un coup de bâton. L'histoire aurait pu durer longtemps, mais un jour, le disciple, face à la question du maître, reste muet et il reçoit un coup de bâton. Voilà pour le rêve. Conclusion, la transmission, quelle qu'elle soit, finalement, se transmet par un coup de bâton. Voilà ce que je retiendrai de ce rêve-là. Alors évidemment, vous allez dire, le psychanalyste, il ne vient pas tout à fait dans le ton, là, hein. Il vient pour donner des coups. Nietzsche avait déjà inventé une formule pour la philosophie en disant que la philosophie, ça se fait à coups de marteau. Vous voyez qu'il était beaucoup plus violent que moi. Moi, je propose juste quelques coups de bâton pour nous réveiller, c'est-à-dire pour ne pas nous endormir dans quelque chose qui serait un savoir, parce qu'il y a chez l'être humain quelque chose qui est un savoir, mais de ne pas savoir, si je peux dire. Et ça, c'est le boulot des psychanalystes, de le rappeler, qu'il y a chez l'être humain un point d'obscurité, un point d'insu. Lorsque on demande à Freud une définition de la psychanalyse en 1920, on lui demande une définition pour une encyclopédie, genre encyclopédie universaliste, vous voyez. Et puis on lui dit, vous savez, professeur, il n'y a pas beaucoup de place, donc vous nous faites ça très court, quoi. Alors il va faire le plus court possible, c'est-à-dire qu'il va mettre 2 mots, et il donne la définition suivante. La psychanalyse, c'est Unbewusste Wissenschaft. Je ne sais pas s'il y a des germanistes parmi vous. Ça veut dire c'est la science de ce qui ne se sait pas. On va traduire par inconscient, mais après on en fait quelque chose d'un peu abstrait. C'est la science de ce qui échappe à la science. Et ce n'est pas étonnant que la psychanalyse naît au moment où justement, je dirais, l'esprit scientifique, notamment dans sa version la plus technologique, se met en place à la fin du 19e. Il y a un rapport dialectique entre cet envahissement progressif par le savoir de la science et la psychanalyse qui vient sans arrêt faire des trous comme les souris dans le fromage, je dirais. Voilà, alors quelques mots justement sur ce qui échappe à la science. Comment se transmet cette dimension, finalement,
une dimension énigmatique de l'être humain, ce que les psychanalystes appellent le sujet, on n'en sait rien. Quand vous vous demandez qui suis-je, où cours-je, dans quelle étagère, enfin vous connaissez la blague, ben, aucune science au monde, aucun savoir au monde ne peut refermer cette question. C'est même sans doute cette question qu'on ne peut pas refermer qui nous tient en vie. Le souci que j'ai aujourd'hui parmi vous, c'est de me demander comment ça se transmet. Alors Morem m'a déjà enseigné quelque chose, que ça se transmettait à coups de bâton. Ça se transmet... qu'est-ce que fabriquent les psychanalystes? Un jour, j'en parlais avec Françoise Dolto, avec qui j'ai travaillé assez souvent, et elle me disait, mais les patients viennent travailler dans mon silence. Qu'est-ce que c'est que ce travail que viennent faire des patients dans le silence d'un psychanalyste? Encore faut-il que quelqu'un ait pu offrir, apprivoiser ce silence-là. Et ce que viennent travailler les sujets en psychanalyse, ben, c'est la rencontre, c'est la confrontation avec justement ce qui ne relève pas du savoir. Quelque chose qui se présente chez l'être humain comme des emmerdements finalement, quelque chose qu'on n'arrive pas à refermer, qu'on n'arrive pas à boucler, quelque chose qui cloche si vous voulez. Alors comment fait un psychanalyste pour transmettre ça? Je ne vais pas vous en faire la démonstration là maintenant, mais si ce n'est de soutenir, vous voyez, ce point qui est un point d'incomplétude, un point que Freud, dans un texte qui est la préface à un éducateur qui s'appelait August Eichhorn, nomme l'impossible. Et il dit même, il y en a certains parmi vous qui le savent, qu'il y a 3 métiers impossibles: gouverner, éduquer et soigner. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas qu'il faut arrêter de faire ces métiers-là, mais il dit que dans ces métiers-là, il y a quelque chose qui se présente comme un impossible. Et c'est justement cet impossible que la psychanalyse va essayer de transmettre. Hein, quelque chose qui foire, quelque chose qu'on ne peut pas refermer, qu'on ne peut pas maîtriser. Ce texte date de 1925, et en 1937, pas longtemps avant de mourir, pratiquement un an avant de mourir, il en remettra une louche, si vous voulez, et il expliquera pourquoi ces métiers sont impossibles, pourquoi on a affaire à des métiers de l'impossible, à une transmission de l'impossible. Il nous dit ces métiers, gouverner, éduquer, psychanalyser, soigner, eh bien, sont impossibles parce que dans ces métiers, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Je crois qu'il ne manquait pas d'humour. Ça veut dire qu'on aura beau faire, on aura beau dire, on tombe dans nos vies et dans le savoir scientifique, dans la recherche, on tombe sur un point qui se présente justement comme un point d'échappée. C'est justement ce point que la psychanalyse essaye de transmettre. Alors, vous voyez que mon rêve était quand même assez prémonitoire, parce que ça ne peut pas se transmettre sous forme d'un savoir, en tout cas pas un savoir comme ça qui serait étalonné. Ça ne peut se transmettre qu'en acte. Et plutôt que de faire des grandes démonstrations, je vous proposerais de prendre une autre voie, d'essayer de vous le faire ressentir, de vous le faire éprouver, par la voix qui est sans doute une voix, le collègue président parlait de cette voix d'autre rationalité, qui est la voix de la poésie. Je vais terminer par un poème que j'ai écrit le 21 novembre 1989. Vous voyez, c'est pas récent. Il faut l'écouter venir, dans le feulement des bêtes fauves, dans la froissure des étoffes, l'écouter venir dans cette attente incessante de scribe, la plume en suspens, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son avènement et de son offrande. Il faut l'écouter venir, sans être tout à fait sûr de l'entendre jamais. Certains jours, j'ai cru le saisir entre 2 mots d'un malade. Il hoquetait, soupirait, ahanait, dérivant dans la barque du silence. Une autre fois, c'était en tombant de moto, dans la trace de sang qui irradiait de mon bras. Il s'écoulait. Parfois, nous y allons de notre invocation pour le faire plier genoux en terre, pour l'arraisonner. Ô prunelle de mes yeux, ô orbe terraqué, ô balise de chair et d'os, ombre de ma faille, jour de dentelle, béquille du demeuré, abri du mensonge, etc. D'autres fois, sans doute fatigués et fâchés d'attendre, nous érigeons des idoles pour le capter. Notre époque en produit beaucoup. Stars, mondains, statues de commandeurs, orgueil dressé, virus, morceaux de chair,
Viande, pensée morte, langue de bois et de pierre, Dieu est maître. Nous célébrons leur culte obscène sous des chapiteaux de la vision lointaine, nous parlons par leur bouche, nous sommes baignés dans leurs mots, mais jamais, jamais, à ce jour, je n'ai entendu dire que de cette façon, à travers ces artifices, il nous est rendu visite. Il ne se rend pas au commandement, il faut l'écouter venir, enraciné dans la patience, dans cette attente sans but, où même le silence se met à germer. Se maintenir souple dans le sillage que creuse son absence, il y faut tout l'art du scribe pour croire, ne serait-ce que croire, sentir passer par l'oreille le souffle de sa présence. Travail de scribe, assis des jours durant sur un banc devant la mer, en attente des signes en arrivée, sans fin, assis, éveillé, même dans le sommeil, éveillé, car il vient par le rêve aussi bien que par la parole, par la plaine comme par les monts, par le blé comme par le pain, par les pleins et les déliés, par la lune et le soleil, l'argent et l'or, le mercure et le soufre, le dire et le faire, l'un et l'autre. Il vient par surprise, au petit jour, comme un voleur. Ses pas froissent la rosée et font monter dans l'air les senteurs de sainfoin. Il balaye d'un revers de main la souffrance, clouée comme bête nocturne sur la porte de la grange. Il réveille l'écurie et distribue l'avoine aux vivants. Il fait briller dans l'âtre le feu autour duquel se massent les mangeurs de paroles, frottant leurs yeux devant le simple, le si obscur à la fois. Postons-nous au carrefour, à la croisée des chemins creux, là où les sorciers enterrent les verrues de l'âme. Postons-nous aux avant-gardes, aux avant-routes, au-delà des mirages et des plaintes, postons-nous, sentinelles, pour que d'autres sachent enfin de quel destin nous nous sommes faits les servants. Répandons-nous par les Sentes, les villages du Bac, les Boris, les drailles à moutons. Partons sur les routes portant haut le blason et l'enseigne où s'inscrit en lettres vives le trou immense qu'il a fait dans le monde. C'est sans doute de le chercher sans fin qui, entre nous, fait lien. Et d'avancer, femmes et hommes en marche, scribes et témoins vivants de son mouvement en nous qui nous fait nous déplacer et camper aux portes de la cité pour garder les seuils et dire à tous bien fort le fracassement de son passage. Il ne nous parvient que par les chemins qu'ouvre dans les terres arables le soc de nos renoncements. Merci.